Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à 15h. Le face-à-face ce dimanche par médias interposés entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon. Le premier accuse le second d'être pyromane. Le ministre de l'Intérieur qui assure aussi que plus aucune ZAD ne s'installera en France. La mobilisation contre la réforme des retraites s'essouffle-t-elle? La prochaine grande journée de manifestation, c'est jeudi. Hier, 3 000 à 6 000 personnes avaient défilé dans les rues de Vire, le fief électoral normand d'Elisabeth Borne. Alors le mouvement survivra-t-il aux consultations de la Première ministre ces prochains jours? On en parle dans ce journal. La Convention citoyenne majoritairement favorable à l'euthanasie ou au suicide assisté, 184 Français tirés au sort ont rendu leurs conclusions aujourd'hui. Le rapport final sera donné demain à Emmanuel Macron. Claire Toury, la présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, sera dans un instant avec nous. Et puis au lendemain de sa sortie de l'hôpital, le pape François remercie les 30 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre aujourd'hui pendant la messe des Rameaux. Un message rassurant alors que démarre la Semaine Sainte. Tout d'abord, pour commencer, Gérald Darmanin, très offensif dans le journal du dimanche. Plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays. C'est ce qu'indique le ministre de l'Intérieur, qui accuse aussi Jean-Luc Mélenchon d'être pyromane. Il précise que 1093 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés depuis le 16 mars. Bastien Cochet. Une semaine après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, le premier flic de France défend son action dans les colonnes du journal du dimanche avec un mot d'ordre, la fermeté. Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés, les policiers les agresseurs. Je redis mon total soutien et mon admiration aux policiers et gendarmes. Un soutien aux forces de l'ordre alors que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont émis des inquiétudes concernant les méthodes employées pour maintenir l'ordre en France. Le ministre de l'Intérieur rappelle que 38 enquêtes internes ont été déclenchées depuis le début du mouvement social pour usage disproportionné de la force. Concernant les accusations d'obstruction des secours à Sainte-Soline, où le SAMU aurait été empêché de porter assistance à des manifestants blessés, selon plusieurs médias, Gérald Darmanin dénonce un mensonge. Rien n'empêche la fake news. Il va falloir s'habituer à ces manipulations de l'information à l'avenir. Afin d'éviter de nouvelles guérillas de ce type, selon ses mots, Gérald Darmanin annonce dans cet entretien la création d'une cellule anti-ZAD. Au-delà de ses charges envers les manifestants d'ultra-gauche, le ministre de l'Intérieur fait peser la responsabilité politique de ces événements sur un homme, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites, déverse sa haine sur les policiers, essaie d'obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. Monsieur Mélenchon a un projet, c'est la révolution. Gérald Darmanin assure vouloir rester à son poste, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, un nouveau défi sécuritaire. Jean-Luc Mélenchon a immédiatement répondu aux propos de Gérald Darmanin. Selon lui, le ministre de l'Intérieur veut le diaboliser. Les macronistes sont déclinants et ils ont pensé que puisqu'ils n'avaient aucun projet de société, ils ont donc un projet l'ordre. Pour ça, il faut qu'ils inventent des diables. Le diable, en l'occurrence, c'est moi, et les insoumis et la NUPES. Donc vous êtes en train de dire que Gérald Darmanin vous diabolise? Absolument. Il le fait de propos délibérés et méthodiques. Pourquoi? Parce qu'il pense que de cette manière, sa candidature à l'Élysée pourra surplomber tout le parti de l'ordre. C'est ça son projet politique. C'est ce que vous pensez que c'est ça que... pas ce que je pense, c'est ce que je vois. Et ça se termine aussi minablement que toutes les tentatives qui ont consisté à essayer de faire de l'extrême droite, M. Darmanin ayant dit à Mme Le Pen qu'elle était trop molle sur le service public, je vous en rappelle. Oui, comment ça se termine? Eh bien que ça sert à rien, parce que c'est l'extrême droite qui prend les voix. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Anne, on voit bien que chacun se renvoie la balle sur cette question du maintien de l'ordre. Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Et donc la première constatation, c'est que le politique est en train de déplacer, ce qu'on a entendu ces derniers jours, le sujet des retraites est en train de se déplacer du côté du sujet du maintien de l'ordre. Là-dessus, peut-on trouver deux personnalités politiques plus différentes que Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon? D'abord, d'un point de vue en effet de logiciels politiques qui sont extrêmement différents. Et sur cette question-là, leur affrontement était quasi attendu, quasi évident. Deuxième analyse, c'est surtout que chacun a son propre agenda. À ce stade, on est toujours dans ce temps suspendu 2 semaines avant la décision du Conseil constitutionnel et 2 semaines avant l'ultimatum qu'a donné le président de la République à la Première ministre en lui disant il faut 2 semaines pour élargir la majorité et rebâtir un agenda social. À court terme, Jean-Luc Mélenchon, ce qui se joue pour lui, c'est de conserver, voire même d'augmenter le soutien des Français à son mouvement qui soutient toujours les manifestations, qui soutient mais qui ne dirige pas. Vous avez vu que avec les syndicats, c'est un peu compliqué. Jean-Luc Mélenchon, il dit que, à son avis, peut-être les
les syndicats sont un peu trop présents. Sous-entendu, ils préféraient peut-être que la NUPES le soit un peu davantage. Mais bref, voilà l'objectif pour Jean-Luc Mélenchon à court terme. À court terme, pour Gérald Darmanin, son sujet, c'est les futures manifestations, le maintien de l'ordre qui est en train de devenir effectivement un sujet politique. À moyen terme, évidemment, ce qu'a en tête aussi Gérald Darmanin, c'est peut-être Matignon, en tout cas un futur remaniement à l'issue de ces 2 semaines. Il est déjà en train de construire sa stature qu'il avait déjà de chantre du maintien de l'ordre, mais il est en train d'affirmer encore davantage la posture politique et l'image politique qu'il veut obtenir. Peut-être d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a les mêmes velléités d'accession à la rue de Varennes, parce que si dans 2 semaines il y avait par exemple une dissolution, on sait que ça serait très serré, notamment entre le Rassemblement national et la NUPES, sans doute la majorité serait derrière, donc à ce moment-là il y aurait peut-être le choix d'un Premier ministre de cohabitation. Il a été interrogé à la mi-journée, Jean-Luc Mélenchon, sur cette question. On lui a dit, est-ce que vous appellerez à nouveau à avoir un Mélenchon Premier ministre? Il a pas souhaité répondre à cette question. Et puis ensuite, à plus long terme, évidemment, chacun des deux a saisi une occasion pour une borne qui est encore un peu plus éloignée. Elle se situe en 2027 et elle s'appelle l'élection présidentielle. Évidemment, ça c'est un cap à plus moyen terme, à plus court terme, très court terme. On va faire un point sur le calendrier chargé également de cette semaine à venir pour la Première ministre Elisabeth Borne, donc, qui va consulter beaucoup. Demain, elle recevra les députés du groupe Lyot à l'Assemblée, les députés Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Mardi, ce sera au tour d'Europe Écologie Les Verts, cette fois-ci sur la question du maintien de l'ordre, on l'évoquait tout à l'heure. Puis mercredi, retour des consultations, cette fois-ci avec l'intersyndicale qui sera reçue à Matignon, ainsi que les leaders, les Républicains, et les organisations patronales. Nous sommes en direct avec Béranger Cernon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes syndicaliste CGT cheminot. Il y a donc cette réunion mercredi à Matignon pour l'intersyndicale. Jean-Luc Mélenchon réclame ce dimanche une meilleure coordination avec les syndicats. J'aimerais qu'on ait des relations plus décontractées avec Sophie Binet qu'avec son prédécesseur Philippe Martinez. C'est ce qu'il a déclaré. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je ne sais pas quelle relation il entretenait avec Philippe Martinez, mais voilà, il y a eu un changement de secrétaire général à la tête de la CGT, Madame Sophie Binet. Je pense que c'est quelqu'un de très ouvert à la discussion, de très professionnel, qui travaille énormément ses dossiers. Donc je pense que le gouvernement va avoir beaucoup de mal avec Madame Binet. Et voilà, je pense que les relations avec Monsieur Mélenchon ou avec d'autres membres de partis politiques se fera avec le temps. Mais voilà, il faut déjà qu'elle prenne ses marques, il faut déjà qu'elle prenne sa place, et puis on verra ensuite. Donc le gouvernement va avoir plus de mal avec Madame Binet, c'est ce que vous affirmez. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va également avoir du mal avec les manifestants? On a l'impression qu'il y a moins de monde ces derniers temps dans les cortèges. Par exemple, hier, il y en a eu moins que dans les cortèges de mardi dernier par rapport à la journée d'avant. Est-ce que selon vous, il y a un risque d'essoufflement du mouvement ? Non, je pense qu'on est tout simplement sur une stratégie d'un long temps. Voilà, le gouvernement a voulu jouer le pourrissement, a voulu jouer l'essoufflement. Donc on est en train de reprendre notre souffle, on est en train de reprendre des forces. Il y a de l'activité, faut pas croire qu'il se passe rien, en effet. Alors peut-être avec un petit peu moins de monde, mais attention, parce que je pense que jeudi, il y aura énormément de monde, et surtout que la rencontre entre les syndicats et Madame Borne va être scrutée de très près. Et attention aux déclarations, puisque à chaque fois qu'un membre du gouvernement a pris la parole, on s'est rendu compte qu'il y avait encore plus de monde dans les manifestations. Donc voilà, maintenant elle a les cartes en main, elle va recevoir les organisations syndicales, les organisations politiques. J'espère qu'elle va prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Mais vous en attendez quoi concrètement? Parce que on a l'impression quand même que c'est assez clair du côté du gouvernement. Ils ne toucheront pas aux 64 ans. Il n'y aura pas de mise en pause, entre guillemets, de cette réforme. Sur quoi ça peut déboucher? Écoutez, moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'elle prenne conscience du malaise qu'il y a dans ce pays, de la colère qui habite tous les salariés, tous les millions de Français qui aujourd'hui souffrent de cette politique, et puis qu'on arrête déjà d'une part les provocations, notamment à travers des pics régulières dans les différents médias. Et puis voilà, nous aussi, on a été clairs. Voilà, c'est le retrait. On veut pas. On veut reprendre les choses depuis le début, reprendre des discussions saines, repartir sur des bases saines. Voilà, bon, maintenant, si Madame Borne nous explique qu'elle ne touchera pas aux 64 ans, bon, écoutez, on entendra ce qu'elle veut nous dire, et puis on prendra nos affaires, et puis on partira, c'est pas un problème. Nous, le lendemain matin, on a des choses à préparer, et puis surtout du monde à ramener dans la rue, donc c'est très bien. Très rapidement, Béranger Cernon, est-ce que vous avez prévu des actions d'ici jeudi? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le programme des actions de la CGT, notamment cheminot, d'ici cette grande journée de manifestation jeudi? Déjà, la première des choses, c'est de réussir à convaincre ceux qui sont retournés au travail de devoir repartir à la grève dès jeudi. Et puis, d'aller soutenir aussi les autres métiers qui, eux, pour certains, sont encore en grève. Donc, voilà, il y a beaucoup de travail de terrain.
parce que une grève, c'est pas en appuyant sur un bouton qu'on arrive à ramener du monde. C'est en allant voir les gens. Et en termes de perturbations ? En termes de perturbation, ce sera très peu perturbé, mais jeudi en tout cas, ça va remonter très fortement et ça montrera que le malaise n'est toujours pas réglé et que on va pas s'en arrêter là. Merci beaucoup Bérangère Cernon d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Jordan Bardella était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Le RN est-il le seul gagnant ou l'un des seuls gagnants de cette crise ? Écoutez le président du Rassemblement national. Vous avez vu dans le sondage IFOP qui est sorti dimanche dernier qu'en cas de dissolution législative anticipée, le parti politique qui ferait une percée, c'est le Rassemblement national. Parce qu'on incarne aujourd'hui, aux yeux d'une grande partie des Français, une alternative crédible. Et je veux dire aux Français, si vous me permettez une seconde, je veux leur dire qu'on peut faire différemment. Et je veux dire aux Français, je vous jure, que ce que vous vivez avec Emmanuel Macron, ça n'est pas une fatalité, qu'on peut faire autrement. Et puis on s'intéresse aussi ce dimanche au coût de la grève pour le secteur du tourisme notamment, puisque de nombreux trains, de nombreux avions ont été supprimés ces dernières semaines. Alors toutes ces annulations, combien ça coûte à ce secteur ? Élément de réponse avec Clément Gauvin, Anne-Sophie Varmont, Loïc Cohen-Ebache et Amélie Patéron. Plus de vol pour rentrer de Orly à Marseille. Gérer des billets de train ou d'avion, c'est le quotidien de Jean-Marc Vigne. Mais depuis le début des grèves contre la réforme des retraites, ce gérant d'une agence de voyage a vu sa charge de travail multipliée par 5. Au bout d'un moment, 3 semaines, c'est trop, quoi. Voilà, donc les équipes sont à bout, on fait des journées qui sont à rallonge. On commence le matin à 8h pour anticiper les annulations de la veille. Car les nombreux jours de mobilisation du mois de mars ont causé l'annulation de près de 40% de ces réservations et occasionné des tensions. Entre confrères, on arrive à des conflits qu'on ne devrait pas avoir, quoi. Alors que l'hôtelier n'y est pour rien, nous on n'y est pour rien. La compagnie aérienne n'y est pour rien, donc personne n'y est pour rien, mais à un moment donné, il y en a un qui paye. Donc c'est ou l'usager, ou le commerçant, le distributeur, en l'occurrence nous. Selon l'INSEE, chaque jour de grève coûte près d'1,5 milliard d'euros à la France, soit 0,2% du PIB trimestriel. Si ce n'est pas très important en macroéconomie, c'est très important sur le transport, l'éducation, parce que là, par exemple, vous avez des gens comme la SNCF qui ont perdu plus de 100 millions par jour. Mais contrairement à ce qui était redouté, les marchés financiers ne sont pas inquiets. Les marchés étaient polarisés sur la crise bancaire, donc les taux d'intérêt ont baissé à cause de la crise bancaire et les marchés n'ont absolument pas tenu compte des mesures contre la réforme des retraites en France. Selon certains spécialistes, l'utilisation du télétravail dans de nombreuses entreprises les jours de grève ont permis de limiter son impact sur l'économie. Dans l'actualité également, les Français de la Convention citoyenne sur la fin de vie adoptent à 92% leur rapport pour légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté et appellent à des changements profonds. Cette convention réunit depuis des mois 184 citoyens tirés au sort dans le but d'orienter l'action de l'exécutif, rapport qui sera transmis demain à Emmanuel Macron. Nous sommes en direct avec Claire Toury. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui achève donc ses travaux aujourd'hui. La Convention dit oui mais au suicide assisté ou à l'euthanasie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les conclusions de ce rapport ? Oui, bonjour. Alors effectivement, la Convention citoyenne, elle a terminé ses travaux aujourd'hui après 27 jours de travail, 4 mois, 9 week-ends de délibération. C'est assez considérable ce qui s'est passé ici au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et donc la question qui a été posée par la Première ministre au départ, c'est est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? La réponse de la Convention citoyenne, c'est que non. Le cadre n'est pas adapté, donc oui, il faut introduire des changements. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde un peu plus précisément, il y a 2 éléments de réponse qui sont posés par les citoyens. D'abord, une nécessité de renforcer le cadre actuel, de renforcer le maillage territorial autour de l'accès aux soins et notamment le renforcement des soins palliatifs, la nécessité d'améliorer la formation et l'information, de renforcer la recherche. Donc ça, c'est une partie qui est très importante et qui est structurelle et structurante d'ailleurs dans la réponse apportée par les citoyens. Et il y a une deuxième partie qui est moins consensuelle, qui relève davantage de la controverse, qui est relative à l'aide active à mourir. Et 75% des citoyennes, des citoyens se sont
prononcé en faveur d'une aide active à mourir. C'est une position majoritaire, pas unanime, mais majoritaire. Et donc, quand on regarde un peu plus finement, ils sont en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie, sur des critères assez variés. Le premier des critères, qui est un critère qui revient systématiquement, c'est la question du discernement au moment de la formulation de la demande, c'est-à-dire soit via des directives anticipées ou au moment de l'acte. Donc, la question du discernement est très, très importante et revient à chaque fois. Et ensuite interviennent des critères tels que les souffrances réfractaires physiques, la question de l'incurabilité dans la maladie, et puis le fait que le pronostic vital soit engagé à plus ou moins court terme. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Claire Toury, justement, en parlant de cette aide active à mourir, vous évoquez deux notions, le suicide assisté et l'euthanasie. Ce n'est pas pareil. Et pour que tous les Français qui nous regardent aujourd'hui comprennent bien la différence, quelle est la différence entre ces deux notions ? Alors, de manière un peu grossière, le suicide assisté, ça veut dire que l'on est assisté par quelqu'un pour mourir, mais qu'on s'injecte soi-même le produit qui va entraîner la mort, alors que l'euthanasie fait intervenir un tiers qui va injecter le produit qui va lui-même entraîner la mort. Et quelle est l'option privilégiée dans votre rapport ? Le rapport des citoyens et des citoyennes de la Convention font apparaître la nécessité de proposer les deux. Il y a un peu plus d'entre eux qui sont en faveur du suicide assisté, mais ça se joue vraiment à quelques voix près. Donc les citoyennes, les citoyens demandent suicide assisté et euthanasie, ou suicide assisté avec exception d'euthanasie. Donc les deux modalités sont proposées par la Convention citoyenne. Alors demain, votre rapport sera remis à Emmanuel Macron. Vous espérez que le président en fasse quoi ? J'espère que le président va répondre aux citoyennes et aux citoyens qui seront présents. C'est un moment assez important pour eux, assez solennel. Ils ont donné beaucoup de leur temps, ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour que cette convention se passe bien et pour essayer de produire une réponse exigeante, argumentée, construite, qui pose la nuance. Ça a été extrêmement important pour eux. C'est pas une quête de consensus absolu. La controverse a été posée, les arguments en faveur de l'aide active à mourir sont posés, les arguments en défaveur sont posés aussi. Donc l'objectif, c'est bien d'éclairer la décision publique. Ce qu'ils attendent, c'est que le pouvoir politique, le commanditaire de la Convention, apporte des réponses claires le plus vite possible aux propositions des citoyennes et des citoyens. Je ne sais pas si demain on aura des réponses précises, je ne suis pas certaine que ce soit possible vu que le livrable a été voté ce matin, mais j'espère que demain on aura au moins un cadre de réponse et des éléments de calendrier pour savoir vers où le président de la République souhaite aller. Alors vous le disiez, une question qui a été posée, c'est de savoir s'il fallait améliorer le cadre actuel, parce qu'il existe en effet un cadre, il est régi par la loi Claes-Leonetti. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas assez bien utilisée selon vous, selon ce rapport en tout cas ? Alors, il y a une question de moyens, indéniablement, notamment autour du renforcement des soins palliatifs. Les citoyennes et les citoyens le mettent en avant. Après, il y a une question aussi de connaissance de ce que la loi Claes-Leonetti propose. Beaucoup de citoyennes, de citoyens, par exemple, ne connaissent pas le principe des directives anticipées. Ça, c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup. Donc, c'est pour ça que dans les propositions qui sont faites par les citoyens, la question de l'information et de la formation, aussi bien de l'information du public que de la formation des soignants, est quelque chose de très, très important pour eux, justement pour permettre une meilleure connaissance du cadre actuel qui permet déjà un certain nombre de choses. Mais un cadre actuel qui ne répond pas à toutes les situations, et c'est ça qu'il faut améliorer. Oui, alors ça c'est clair. Il y a la question le fait que le cadre actuel ne réponde pas à toutes les situations, ça c'est clair. Ils sont très clairement unanimes là-dessus, puisque 97% d'entre eux ont dit que non, le cadre actuel ne répondait pas à toutes les situations. Après, ils se prononcent quand même en faveur d'une aide active à mourir. J'ai envie de dire, quel que soit le niveau d'application du cadre actuel. En fait, les deux sont corrélés, mais pas totalement. La question de l'aide active à mourir se pose aussi, même dans le cadre d'une pleine application du cadre actuel. Les deux questions s'articulent, mais ce sont deux questions différentes. Merci beaucoup Claire Toury d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur cette question donc, de l'aide active à mourir. Vous êtes présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, donc, qui a terminé son rapport aujourd'hui, qui le remettra demain au président de la République. 15h18, cette question stop ou encore, elle a été posée aux Parisiens qui ont voté, qui continuent de voter aujourd'hui jusqu'à 19h sur l'usage des trottinettes en libre service à Paris. Anne Hidalgo qui a appelé à voter contre et a promis que le résultat l'engagera sur ce sujet. Les résultats sont attendus donc aux alentours de 22h. Les résultats définitifs. Nicolas Laurent, vous êtes dans l'un des bureaux de vote parisiens, l'un du 19e arrondissement. Est-ce que vous avez déjà une tendance de ces votes ?
Bien, la tendance, Fanny, c'est qu'on ne voit pas énormément de jeunes depuis ce matin et c'est eux, traditionnellement, qui sont plutôt favorables à l'usage de la trottinette. Est-ce qu'on doit en déduire quelque chose au niveau du résultat? Eh bien ça, on verra ça ce soir. Mais ce que l'on voit depuis ce matin, c'est que ce sujet, il divise énormément. Il y a ceux qui sont farouchement opposés parce qu'ils trouvent cela dangereux. Et puis il y a les autres, ceux qui trouvent ça bien parce que c'est pratique, parce que c'est écologique aussi. Écoutez-les, c'était au micro de Nella Prodhomme. Je suis plutôt favorable, effectivement. J'utilise très souvent les trottinettes. Je trouve que c'est un moyen assez utile de voyager, en tout cas sur Paris. En fait, le problème avec les trottinettes libre-service, c'est surtout que ça traîne sur le trottoir. Moi, à côté de chez moi, pendant le 14 juillet, ils y ont mis le feu. Mais c'est un problème pour les rues parisiennes, quoi. Puis les gens les prennent, les jettent n'importe où. C'est surtout du civisme, en fait. Si c'était mieux encadré que ça, avec des magasins qui louent, il faut laisser une pièce d'identité où il y a des assurances, ce serait mieux. Ils ont jusqu'à 19h, ces Parisiens, pour venir voter. Les résultats seront connus un peu avant 22h. Et on saura alors si Paris devient la première capitale européenne à interdire l'usage des trottinettes en libre service. Merci beaucoup Nicolas Laurent avec Lénaïque Gouiriec. 2,72% seulement de votants à 14h à Paris. Le pape François, tout juste sorti de l'hôpital, qui a remercié les fidèles pour leur prière pendant la messe des Rameaux qui marque le début de la Semaine Sainte. 30 000 personnes étaient rassemblées place Saint-Pierre à Rome. Vous voyez ces images du pape dans la Papa Mobile. On écoute le souverain pontife. Je vous salue tous, Romains et pèlerins, en particulier ceux qui sont venus de loin. Je vous remercie pour votre participation et vos prières que vous avez intensifiées ces derniers jours. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons dans notre journal de 15h30 sur la réforme des retraites et sur la contestation. Est-elle en train de faiblir alors que quelques milliers de personnes défilaient hier à Vire en Normandie et que la Première ministre prépare une longue semaine de consultation des partis politiques, des oppositions, des syndicats ou du patronat. Eh bien, on va voir comment cette mobilisation tente de se poursuivre. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite.